bien le bonjour à tous les brogueuses. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bilan des 1 an au guidon de cette FZ8. Peut-être que certains d'entre vous me suivent pour cette moto et j'ai réalisé assez récemment, trop récemment d'ailleurs, que je n'avais pas fait de vidéo au sujet de la moto. Donc j'avais fait une vidéo de présentation sur la chaîne du collègue Osmo Bolide que je vais vous mettre en cliquable. Donc là je vais lui refaire une beauté, je vais la rincer un petit coup et ensuite on se retrouve pour le reste de la vidéo où je vous détaille un peu ce qu'elle m'a coûté sur 1 an, le nombre de kilomètres que j'ai fait, qui a vérifié, pas vérifié, ce que moi j'ai modifié, pas modifié, mon ressenti au bout d'1 an sur la FZ8. Je rince la moto et on se retrouve sur la route l'équipe. Bon, après avoir vu cette petite séquence, peut-être que certains d'entre vous seront tombés dans les pommes ou verts de rage. Alors j'insiste jamais sur la partie du moteur, hein. Donc pour la partie route, ce que je pourrais vous dire sur la FZ8, j'avais acheté cette moto l'année dernière pour des raisons professionnelles, pour me rendre plus facilement au travail. À ce moment-là, j'avais encore une M3 E46 à la maison. Ça lui faisait mettre des kilomètres inutilement. Donc j'avais pris cette FZ8 pour voilà, une moto fiable, un peu passe-partout. C'est la première fois que je roule avec une moto en 4 cylindres. Pour moi, la légende est vraie, on y prend rapidement goût, même si c'est pas le moteur le plus démonstratif, le plus performant, le plus tout ce que vous voudrez. Il est attachant ce petit moteur. La moto dans son ensemble est très correcte. C'était pas mon choix premier. J'avais essayé une 675R de Triumph, la Street Triple je crois. Je sais pas si elle avait ce nom là déjà. C'était une très bonne moto, mais j'étais moins fan de la gueule, voilà, de l'esthétique générale de la moto. Un peu moins fan aussi de coût d'entretien ou de fiabilité relative à certaines Triumph. Alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc pour en revenir à la FZ8, en fait voilà, j'avais essayé une FZ8 S, donc la carénée, etc. Malheureusement, je l'avais essayé sur un petit tracé. J'avais pas eu l'opportunité de vraiment jauger la moto dans son ensemble, donc j'avais pas eu un vrai retour. J'avais essayé une FZ1 aussi. La FZ1, j'ai trouvé tout de suite trop radical. La moto était libérée, il y avait un amortisseur direction, il y avait quelques belles pièces sympas dessus. J'ai accéléré en 3e à faible allure, la moto est partie de suite en cabrant et tout, enfin voilà. J'ai trouvé que c'est trop radical. Donc après, avec le temps, j'ai réessayé une FZ8, celle-ci en l'occurrence. Elle était quand même bien fournie, bien entretenue. Alors après, le problème qu'il y avait, c'est que en facture, il n'y avait pas grand-chose. Aucune facture de pièces, pas beaucoup de factures d'entretien. Globalement, la moto paraissait saine, etc. Donc j'ai finalement opté pour celle-là. J'avais pensé aussi également à la GSX-S 750. J'avais envisagé Kawasaki Z800, Z900, etc. Bon, après, j'avais une limite de budget, hein, j'étais pas open bar. La Z800, j'ai un ami qui en a une, j'avais eu l'occasion de l'essayer. Alors c'était une A2 en full, donc 95 chevaux, mais elle me plaisait un petit peu moins. La moto dans son ensemble est très bonne aussi, c'est une très bonne option. Il y avait la CBR 650R aussi que je trouvais mignonne, mais pareil, bloquée en 95 chevaux, bon mine de rien 10 chevaux sur une moto ça se ressent. C'est des moteurs plus linéaires que je trouvais un peu moins poussifs, un peu moins démonstratifs. J'ai un affect pour le moteur, j'aime bien quand le moteur distille quelque chose, et là je trouvais que ça manquait un petit peu de caractère, un petit peu de quelque chose. Voilà. Donc la Z8 parce que 106 chevaux, c'est relativement correct, hein, ça suffit pour se foutre en l'air ou pour se faire plaisir, ça dépendra de comment on voit les choses. Forcément la moto n'est pas parfaite dans l'absolu, c'est une moto qui est de 2011, on peut pas lui demander d'être aussi performante sur certains aspects techniques que des motos récentes. Après il y a des choses qu'on peut faire, que je vais vous expliquer aussi, pour améliorer l'agrément, pour améliorer certaines performances, se sentir plus en sécurité aussi. Cette vidéo aura pour but du coup de vraiment distiller ce que la moto m'a fait vivre sur cette année, de savoir si c'est encore une bonne moto aujourd'hui sous le prisme actuel. Moi je vais donner les indications avec mon utilisation. Je roule quand même avec un rythme soutenu sans prétention aucune, donc j'ai forcément usé plus de consommables qu'un motard moyen. J'ai une utilisation forcément plus prononcée qu'un motard moyen on va dire, puisque j'ai fait quasiment 11 000 km à l'heure où je tourne la vidéo, pas 11 000 pardon, 16 000 km en 1 an. Je prends l'autre caméra, le stabilisateur, et je vais faire un peu le tour de la moto, vous expliquer ce qui s'est fait dessus. Donc voilà les amis, comme je disais, donc j'ai acheté cette moto déjà pour une raison professionnelle, pour me rendre au boulot sans forcément poncer la M3. Je trouvais que c'était un bon compromis, que c'était pratique comme moto, que c'était capable de tout faire bien comme il faut pour un budget assez contenu, autant à l'achat qu'à l'assurance qu'à l'entretien. Donc il y a quand même des choses qui sont un peu perfectibles. Je vais vous montrer ce que moi j'ai changé sur la moto, qu'elle soit un peu plus efficace et tout simplement plus adaptée pour moi.
commencé par les LED parce que l'éclairage d'origine n'était pas terrible. Donc j'ai commencé par changer l'éclairage. J'ai mis une veilleuse LED et un phare LED de chez LED Perf qui sont de très très bons produits. J'éclaire presque autant qu'une voiture. Donc ça me permet déjà d'être plus visible, de mieux voir forcément. J'ai la brillante idée de rouler avec une visière fumée. J'ai changé le rotor. C'est une maladie sur les FZ8, FZ1 et R1. R1 de 2004 à 2006, FZ1, j'ai pas les dates, et FZ8 de 2011 à 2016, 2010 même je crois. Donc il y a un problème où en fait c'est un rotor avec des aimants collés sur la paroi et ces aimants là sont susceptibles de tomber, de se décoller, de tomber dans le bas moteur. Donc autant vous dire que lorsque ça tombe, c'est pour de bon et ça fracasse un peu, ça fracasse le moteur. Donc pour me prémunir de ça également, j'ai directement changé le rotor par un renforcé que j'ai acheté chez RM Stator pour 260 €, que j'ai fait installer par un ami derrière avec les protections de Carter que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est du AliExpress, pas vous mentir, j'ai pas mis des trucs à 300 ou 400 balles sur une moto que j'ai acheté 3000 €. Je suis resté sur du AliExpress, du sobre, à peu près efficace. J'ai également pris une extension de garde-boue parce que en fait la roue projette énormément d'eau et de toutes sortes de trucs qui traîneraient sur la route. Donc j'ai pris un Puig que j'avais acheté chez Street... Oh putain, le stabilisateur, c'est vraiment de la merde. Bon les amis, j'ai pris le stabilisateur, mais il sert vraiment à rien. Donc je vais faire sans, tant pis. Donc je disais, j'ai acheté une extension de garde-boue de chez Puig, que j'ai acheté une cinquantaine d'euros, que j'ai posé moi. Bon, il y avait juste à percer ces endroits et mettre les goujons prévus, les rivets en plastique prévus. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une fissure. Il y a une fissure en effet. J'ai pris ça. Donc là, la moto, quand moi je l'ai acheté, il y avait déjà donc l'amortisseur Rollins avec toutes les réglettes. J'ai changé les clignotants. Il y avait des clignotants blancs assez petits, invisibles sur la route. Donc j'ai mis des clignotants de MT-09. J'ai également changé les rétros parce que j'avais des rétros chromés que l'ancien propriétaire avait mis. Je suis parti sur des rétros de Z900 d'origine qui sont bien plus grands. Il n'y a pas besoin de replier les coudes pour voir derrière. C'est très efficace. J'ai aussi mis une petite bulle. Alors ça protège pas énormément, mais c'est toujours un peu ça de prix par rapport à l'origine où il y a juste un tout petit capot en plastique qui sert à pas grand chose. Donc là au moins voilà, on peut quand même se réfugier derrière quand on veut rouler un peu plus vite. J'ai tout récemment fait poser ce maître cylindre radial avec le petit bocal qui va bien, pour augmenter les performances de freinage, parce que là pour le coup je trouve que c'est le point un peu négatif de la FZ8, c'est que le freinage est vraiment pas adapté à la moto selon moi. J'ai mis les durites, les belles petites durites aviation. J'ai également changé les plaquettes, j'ai mis des plaquettes plus récentes, plus performantes. Alors là, à l'avant, actuellement, c'est des SBS. Je vais vous mettre la référence à l'écran parce que je ne l'ai pas gardé en tête. J'ai mis des SBS que j'avais également à l'arrière. À l'arrière, le problème que j'ai eu, c'est que le réglage n'était pas bon. Et donc, du coup, en fait, les plaquettes étaient constamment en contact avec le disque. Donc, ce qui fait que ça les a usées prématurément. Donc là, j'ai mis des CL Brakes à l'arrière. Donc, une gamme mi-route, mi-circuit, on va dire. Alors, circuit c'est un grand mot, mais beaucoup plus efficace que de l'origine, et on voit tout de suite la différence. Alors cette moto n'a pas d'ABS, donc c'est pour ça que je suis passé par la case freinage. J'ai préféré acheter ma sécurité avec un freinage beaucoup plus adapté. J'ai mis les protèges leviers, pareil AliExpress. Bon, ça sert pas à grand chose sur la route, mais bon, si des fois on se faufile et que malheureusement on doit taper un rétro ou autre, ben c'est quand même plus, ça protège quand même un peu mieux que de ne pas en avoir. J'ai changé les poignets, qui étaient des poignets Rizoma, qui étaient selon moi horribles. C'était des poignets en dur, qui étaient complètement cheatés à faire tourner. C'était inconfortable au possible. Là, le fait d'avoir du caoutchouc souple, c'est un peu plus agréable au quotidien. On a moins mal aux mains. Après, bon, l'entretien, révision, etc. Mais ça, on va en parler juste après. Alors, je vais lister les tarifs. Voilà, donc les rétros, j'en ai eu pour une dizaine d'euros. J'en ai eu pour 10 euros, c'est sur Le Bon Coin. Les plaquettes, on est sur des jeux, les SBS, environ 40 euros le jeu. Donc, vous faites x2 pour l'avant, c'est 80 euros. Et vous faites à peu près 30-35 euros pour l'arrière, pour le jeu. Au niveau des protèges Carter,
Comme je vous disais, c'était 15-20 euros, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, peut-être une trentaine d'euros. Donc une trentaine d'euros pour les protèges Carter, ça peut éviter d'avoir à mettre des tampons qui peuvent déformer le châssis, le cadre. J'ai préféré cette option-là, on va dire. Pour les clignotants, pareil, je les ai achetés sur le bon coin, une vingtaine d'euros. Le rotor renforcé, ça je vous ai dit le tarif, on est à 260 euros hors main d'œuvre. Il n'y a pas énormément de main d'œuvre, mais j'ai préféré le faire plutôt que de démonter moi. Pas un grand mécanicien, j'ai pas une connaissance incroyable en pratique de la mécanique. J'ai également changé aussi du coup avec le problème du disque à l'arrière, des plaquettes qui frottaient le disque en permanence. J'ai eu le problème où il fallait que je change le disque. Donc j'ai pris un disque Brembo à 80 euros. Hop. Alors, ça change pas. Je pense pas que ce soit ça qui change les perfs intrinsèques du freinage. Mais voilà, il fallait le dire. J'avais les Diablo quand j'ai acheté la moto pour justement avoir la béquille stand que j'ai acheté sur une quarantaine d'euros. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sur cette moto? Après, ça a été de l'entretien. Voilà. Donc j'ai parcouru environ 16 000 km sur un an. L'assurance, c'est à peu près 60 euros par mois. Quelqu'un qui aurait un parcours complet d'assurance avec une moto A2 sans malus, etc. Le saut devant, je l'ai payé une centaine d'euros. Les LED, donc la veilleuse et le pack complet. Alors la LED, je sais pas si ça se verra bien. Le LED perf, j'en ai eu pour 80 euros. Puis encore une fois, tout ça, c'est pas moi qui fais parce que moi, démonter, c'est pas trop le problème. Remonter, c'est plus compliqué pour moi. Qu'est-ce que j'aime sur cette moto? Qu'est-ce que j'aime moins? Alors, ce que j'aime, c'est sa polyvalence. Ça fait tout bien. On peut aller arsouiller un petit peu le week-end et aller au travail avec sans trop de problèmes. C'est assez joueur. C'est le moteur qui est rageur. Un bon équilibre général selon moi. Moi, j'aime bien. La prise en main est simple. C'est une moto qui est quand même assez rassurante. Elle est pas piégeuse. Confort de conduite sur les grandes distances, c'est pas mauvais non plus. Alors moi, j'ai encore une fois l'amortisseur Öhlins, donc ce qui m'a permis de la régler un peu plus selon mes goûts à moi, sans avoir à passer par un mécanicien ou un préparateur. Malgré son poids, elle reste quand même assez maniable et agile. Quand on l'inscrit en virage, on se fait pas peur, c'est naturel. On comprend où la moto en est, où est-ce que nous on en est aussi. C'est une moto dans laquelle on voit ses limites, mais on comprend aussi que ses limites peuvent être plus poussées que les nôtres. Voilà, tout simplement. Encore une fois, je suis pas pilote, je me prends pour rien du tout. Je me prends juste pour quelqu'un qui aime la moto, qui en fait depuis tout petit et qui peut, à travers ses vidéos, donner son ressenti. Et si ça peut aiguiller des gens qui se posent la question, plutôt ancienne moto, plutôt nouvelle moto, un peu, voilà, là, la trentaine, qui ont vu les parents en moto, qui n'avaient pas forcément l'âge de s'en payer une à l'époque, qui n'avaient pas l'objectif de s'en payer une à l'époque, voilà. Dire que malgré tout, pour 3 000 euros, 3 4 000, 5 000 euros selon les exemplaires, ça reste de très bonnes moto selon moi, assez fiable parce que à part le problème de rotor que j'ai résolu très rapidement, il n'y a pas de problème connu sur ces motos là. Position de conduite neutre, une position de conduite assez fluide, voilà, qui nous met pas en contrainte, qui nous fait pas mal au dos, pas mal au bras, pas mal au poignet, à part si vous avez des poignets un peu nuls. Donc voilà, pour les points positifs, je pense avoir fait le tour. Et par contre pour les choses, voilà, les choses un peu que j'aime un peu moins, donc c'est une moto vieillissante qui a plus trop les codes actuels de l'esthétique, mais bon ça on n'achète pas une FZ8 pour les rassos ou pour en mettre plein la gueule aux collègues. Le freinage, donc que j'ai modifié, surtout sans ABS. J'ai pas essayé son équivalent avec ABS, donc je sais pas, voilà, je saurais pas vous dire si la moto avec ABS, si la FZ8 avec ABS possède un meilleur freinage ou si c'est juste plus rassurant de se dire qu'on peut freiner sans bloquer les roues. Donc comme je disais, le moteur est un peu creux malgré tout en bas. Il faut commencer à aller vers les 5-6 000 tours pour avoir quelque chose de plus rageur, de plus performant, qui répond mieux, qui est plus réactif. Par contre, à l'arrêt, alors je vous parlais de sa maniabilité, de son agilité en route. À l'arrêt, par contre, c'est une moto qui est quand même assez lourde. Je crois qu'on est à 214 ou 217 kg en tout plein fait. Donc on est quand même sur quelque chose, voilà, qui est peut-être un peu contraignant à déplacer à l'arrêt. C'est surtout valable pour les petits gabarits. Bon, moi je fais 1m93 et plus de 130 kg, donc voilà, c'est pas trop le problème pour moi. Mais objectivement, ça peut être un peu dérangeant à devoir manier à l'arrêt. La protection au vent et aux éléments. Donc voilà, comme la raison pour laquelle j'ai mis la bulle, c'était pas pour l'esthétique, parce que je suis pas particulièrement fan des formats de bulles, des formes de bulles qui nous ont sorti sur cette moto. Mais j'ai préféré en mettre une petite pour justement être un peu plus protégé dans certaines phases de pilotage, notamment quand on veut se coucher derrière le guidon. Donc ça, c'est selon moi, voilà, les défauts les plus notables que j'ai eu à remarquer. Donc les choses à modifier, comme je vous le disais, c'était selon moi encore une fois
le freinage, surtout à l'avant. À l'arrière, il est bon, donc avec des bonnes plaquettes, ça fera le travail. Il n'y aura pas besoin d'aller changer quoi que ce soit, selon moi. J'ai pas eu de problème d'endurance sur le freinage. Quand je parle de défaut, c'est pas un problème. Voilà, quand on roule, qu'on se fait des grosses sessions de col de montagne, même en descente, j'ai pas eu de fading. Donc ce phénomène où quand on freine, le levier arrive en butée contre la poignée et malgré tout, ça ne freine toujours pas. J'ai pas eu ce phénomène-là. Voilà, c'est vraiment un problème de performance de freinage, de force, de mordant que je n'ai pas retrouvé même lorsque j'ai acheté la moto. Après avoir fait une purge et avoir changé les plaquettes, je trouvais que ça manquait un peu de conviction dans le freinage. On n'arrêtait pas la moto aussi efficacement qu'on la faisait repartir. Donc comme je disais, pourquoi choisir la FZ8 Je ne voulais pas d'une XJ6, d'une FZ6, donc les petits 600 qui sont quand même rageurs en 4 cylindres, mais qui ne sont pas adapté à mon gabarit, à mon poids, et mine de rien, même si comme je disais tout à l'heure, il y a 10-15 chevaux de différence, mine de rien sur une moto ça se ressent, 10-15 chevaux de différence, et le caractère de la cylindrée fait que c'est encore un peu moins creux, encore un peu plus joueur, encore plus facile et plus fun à piloter. Voilà, ça c'est mon ressenti à moi. Z800 GS XS, mine de rien, elles étaient un peu plus chères, donc j'avais préféré rester sur la FZ8. J'ai un affect aussi pour la marque Yamaha, j'ai quasiment toujours eu des Yamaha, surtout en moto de cross, et j'aime les motos bleues, donc bon là en l'occurrence celle-ci est blanche. Alors est-ce que c'est une bonne idée en 2026 maintenant d'acheter cette moto là? Alors moi je serais tenté de dire oui. D'après moi, avec le budget d'achat contenu, un budget d'assurance assez raisonnable, et selon votre utilisation, un budget usage assez contenu aussi, je pense que c'est une bonne idée. C'est une moto un peu à l'ancienne qui véhicule des sensations brutes, qui apprend le pilotage sans trop se faire peur, sans se surprendre. Encore une fois, le moteur est assez souple en bas, donc permet de monter progressivement, voilà, de pas se surprendre avec le couple démesuré qu'on pourrait avoir sur certaines autres motos. Donc là, on est sur quelque chose de plus équilibré, adapté au quotidien. C'est assez jouissif quand on dépasse les 5-6 000 tours minute et plus, sachant que ça va jusqu'à 11 ou 12. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, d'après moi, véhicule de bonnes sensations. Quand je réessaye des motos plus récentes aujourd'hui, même si on sent tout de suite le confort, la modernité, la technologie, on reste quand même sur des choses un peu plus à l'ancienne, plus brutes, sans filtre. On n'a pas des catalyseurs énormes, donc on a un moteur vivant, on a un châssis qui nous laisse travailler, qui se laisse dompter, et ça c'est cool, c'est une bonne moto selon moi, vraiment. Est-ce que je la rachèterais aujourd'hui si je n'avais pas celle-ci, que je prévoyais d'en racheter une? Encore une fois, oui, bien sûr. Alors maintenant que je l'ai, bon, j'aimerais bien en posséder une autre évidemment, mais si je n'avais pas eu celle-là, ou si je devais en racheter une autre et que je trouvais un bon coup, écoutez, pourquoi pas, franchement, voilà. Comme je disais, j'avais essayé la 675 Triumph, je voulais essayer justement le 3 cylindres pour voir un peu ce que ça donnait. Malgré les bonnes sensations, malgré tout ça, j'ai préféré quand même le côté plus fiable de la marque japonaise de Yamaha. En termes également d'entretien, moi je fais les vidanges. Alors la première vidange a été un peu longue, j'ai beaucoup roulé dès le début et j'ai un peu tardé à le faire, mais je l'ai fait aux alentours des 9000 km. En général, je l'ai fait aux alentours des 5-7 000 maximum, parce qu'encore une fois, tout dépend de comment vous roulez. Si vous roulez en ville rarement, que vous sortez un peu de temps en temps, bon, une fois par an, ça suffit. Mais quand vous roulez beaucoup, un peu comme moi, là je suis déjà à ma 3e vidange à 16 000 km et je pense en faire une dans les prochaines semaines, prochains mois. Je change de filtre à huile à chaque fois aussi. Pas d'économie, je suis pas à 4 € par vidange, étant donné que je la fais moi-même et que j'ai pas à payer la main d'œuvre, l'huile plus chère, etc. Je peux me permettre de changer le filtre à huile à chaque fois pour être tranquille. J'ai fait mettre des valves coudées. Alors c'est un petit gain de temps, mais c'est surtout de la pratique. Parce qu'effectivement, les disques prenant beaucoup de place et ayant des mains de forgeron bûcheron, c'est au choix. C'était pas très accessible pour moi de me raccorder aux valves pour la pression des pneus. Donc j'ai mis des valves coudées, ça coûte pas très cher, c'est toujours plus pratique. Et globalement, ça rend service. Voilà, donc pour résumer, oui, c'est une bonne moto, c'est fiable, c'est facile à entretenir. Les vidanges, c'est faisable par soi-même. J'ai fait un tuto sur la chaîne que vous retrouverez. Alors la vidéo est un peu longue, mais voilà, vous avez tout le principe de base. Les outils sont achetables chez Noroto parce que c'est moins cher que chez Daffy par exemple, beaucoup moins cher que chez Daffy. Même le vendeur Daffy m'a recommandé de pas acheter ce que je voulais prendre chez eux. Donc on est vraiment sur une moto facile à entretenir, pas très chère, facile à rouler, facile à comprendre, facile à exploiter. On peut se surprendre en haut dans les tours quand on n'a pas l'habitude, mais une fois qu'on l'a cerné, qu'on a fait nos premiers 1000-2000 km à son guidon, après c'est pas nous qui sommes mis en défaut, c'est plutôt nous qui allons mettre la moto en défaut. Je parlais des pneus également dans l'introduction.
Alors j'ai essayé plusieurs gammes, j'ai essayé du sport, de l'hyper sport et là actuellement je suis plus sur du GT. À l'avant, je n'ai pas eu de soucis. Que je sois en sport, en hyper sport ou en GT, le train avant est quand même bon, donc on n'a pas forcément besoin d'aller mettre du pneu ultra sport et les défoncer en 4 ou 5 000 km. On peut prendre quelque chose d'un peu plus dur comme gomme, malgré tout avoir des bonnes sensations et ne pas se mettre en danger. Par contre pour l'arrière c'est autre chose, étant donné que la patate arrive de manière vigoureuse à 6 ou 8 000 tours, c'est là que vraiment il y a tout qui arrive. Moi je préconise de rester sur du pneu sport. Alors ça dépendra de votre profil de conduite évidemment. Si vous roulez beaucoup, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il faudra des pneus un peu plus passe-partout, voilà, qui soient capables de tout bien faire sans exceller dans le sport. Si vous sortez votre moto évidemment que l'été et que vous avez tendance à rouler fort, je pense que le pneu hyper sport sera beaucoup plus adapté. J'avais le pneu qui m'a le plus surpris par sa performance, ça a été le Metzeler M9 RR. Je l'ai jamais mis en défaut, il m'a jamais mis en défaut. Ça chauffe assez rapidement, c'est polyvalent. En été quand il y avait un peu de pluie, quand les températures commencent à réchauffer, ça y va quand même, ça glisse pas, c'est figé au sol. Très très bonne gomme. Moi j'ai adoré, on peut mettre de l'angle à foison avec, ça bouge pas. On peut accélérer sur l'angle, ça bouge pas non plus. Donc vraiment, c'est des pneus un peu chers quand même, il faut le garder à l'esprit. Mais c'est des pneus que j'ai adoré. J'ai également eu des Mitas Sport Force EV+. Alors j'ai moins aimé parce que je n'étais pas à la bonne pression. J'avais fait une vidéo sur les réseaux où je me suis fait un peu taper sur les doigts. Bon, c'est le jeu, hein, on s'expose, c'est le jeu, y a pas de souci. Parce que justement, je disais que moi je n'aimais pas. Alors je n'aimais pas parce que j'étais pas sur la bonne pression. Là où avec le M9, j'étais environ à 2,3, 2,6 kg. L'autre, il fallait que je sois quasiment à 3 kg pour avoir le sentiment d'être en sécurité et que le pneu soit efficace. Sauf que 3 kg, ça commence à faire dans un pneu. Mais bon, ça c'est pas trop la question. Mais donc voilà, c'était un pneu que j'ai bien aimé au début parce qu'il était bien gonflé, etc. Et puis avec le temps, malgré que je le regonfle, je le gonflais à 2,5 kg, 2,6 kg, pareil. Mais ça manquait d'un petit peu de pression. C'est un pneu en 180. Donc j'ai eu des retours sur des gens qui l'ont en 190. On parle du même pneu, mais on parle pas de la même taille. Donc peut-être que de l'avoir en 190, c'était plus adapté. Donc voilà, tout ça pour dire que à l'avant, les pneus, moi, ne m'ont jamais mis en défaut, que ce soit du road, du hyper sport, du GT. Voilà. À l'avant, je suis tranquille. Contre à l'arrière, vraiment, vous aimez mettre du gaz, que vous savez mettre du gaz et que vous adorez exploiter votre moto, il vous faudra du pneu hyper sport impérativement. Sachant que là, on est sur les périodes hivernales un peu plus froides, donc j'ai quand même préféré mettre des pneus plus GT, plus passe-partout, plus polyvalents, qui chauffent un peu plus vite, mais qui offrent un peu plus de tranquillité sur les balades hivernales. Par contre, quand je commence à mettre du rythme avec ce pneu-là, même malheureusement, on sent les limites. Effectivement, hein, chaque pneu a son utilisation, on va dire, assez rapidement lors d'usage intensif par forte chaleur ou usage intensif tout court, en fait. Là, j'arrive un peu vers la fin, donc je suis en train d'envisager de replacer sur du pneu hyper sport. Donc là, je suis actuellement sur du Dunlop Sportmax Road Smart 2. Donc il y avait un coup de promo sur ces pneus là, c'est pour ça que j'ai opté pour cela pour cet hiver. Je me rends compte aussi que j'ai pas parlé du sujet de l'essence, de sa conso. Alors sur ces motos là, il y a évidemment pas la consommation en temps réel ou la moyenne. Je suis pas du genre à calculer combien je fais au kilomètre aussi. C'est quand même une moto qui consomme quand même pas mal. Encore une fois, c'est un usage particulier que j'en ai. Je roule pas comme quelqu'un d'économe. Quand j'ai envie d'accélérer, j'accélère, je me prive pas pour ça. En général, avec un plein, je fais quand même moins de 200 km. Les fois où je roule vraiment fort, le temps de tout un plein, je fais environ 150 km maximum. Et les fois où j'essaye d'économiser un petit peu, entre guillemets, où je roule un peu moins vite, si j'en fais 180, c'est beaucoup. C'est quand même quelque chose à prendre en compte aussi. Les bros, moi je pense avoir un peu tout dit, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour. Si vous avez des remarques, des retours d'expérience qui diffèrent du mien, on peut en discuter, ça me dérange pas du tout, au contraire c'est avec plaisir que j'échangerai. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, Instagram, TikTok, YouTube forcément. Bon les bros, moi je vous souhaite un bon achat, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé, que ça vous permettra de cerner un peu plus vos attentes, de comprendre un peu mieux ce que la moto pourrait vous donner ou pas. Donc voilà les bros, moi je vous dis gaz, mais ride safe.